Doit-on être parfait pour être écolo ? Doit-on se mettre une pression de malade pour réussir à changer le monde via notre prise de conscience écologique ? Ou peut-on rater pour mieux réussir à transitionner ? En tant que parents, nous avons la responsabilité d'offrir à nos enfants un monde plus juste et surtout vivable. Claire a créé il y a 10 ans un blog pour éveiller à ce sujet de l'écologie et apporter de la joie aux parents. Ici, il n'y a pas de catastrophisme, on n'est pas sur l'éco-anxiété, mais on est vraiment sur du positivisme. Alors, parents écolos, parents heureux, c'est ça la question. Et Claire vous dit que oui, évidemment, et elle vous donne un mode d'emploi rempli d'exemples très concrets pour commencer petit à petit, ou en tout cas aller plus loin si vous avez déjà entamé cette transition écologique. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Claire et bienvenue dans le podcast de la matrescence. Je suis ravie de te recevoir ici à Toulouse. Ça va ? Oui, ça va très bien. Tu es venue à vélo jusqu'à nous. C'est ça. Donc merci beaucoup. Je voulais commencer par ça parce que tu as été l'impulsion chez moi pour prendre mes enfants avec moi à vélo et les emmener partout. C'est vraiment parce que j'ai vu une vidéo que tu avais postée sur les réseaux sociaux où tu montrais tous les équipements que tu avais sur ton Longtail. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est vrai que c'est trop pratique avec les enfants de pouvoir les trimballer partout et de ne pas utiliser la voiture. Donc grâce à toi, je n'ai pas fait 3000 km en voiture, mais en vélo. Donc j'essaye un peu plus chaque jour. Donc merci. Juste ça, merci. Bon, ma première question, c'est comment est-ce que tu t'es intéressée à l'écologie ? Ça remonte de quand à quand ? Ouais, en fait, je ne me suis pas intéressée à l'écologie. L'écologie s'est intéressée à moi. En fait, je suis tombée enceinte il y a 10 ans de ma première fille, Kim. Et en fait, j'ai commencé à me dire... je crois que le premier truc, c'est que j'avais lu un article sur la façon dont les solvants, donc présents dans les vernis à ongles et les colorations chimiques de cheveux, pénétraient la barrière placentaire. Et j'étais une grande addicte de coloration chimique et de vernis à ongles. Et là, je me suis dit, bon, écoute, ma cocotte, t'es plus toute seule. Voilà. Donc, j'ai commencé à rentrer par là, en fait, en me disant, bon, voilà. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai interrogé un petit peu tous les actes de consommation que j'avais jusqu'à présent. Et en fait, en même temps que la parentalité est arrivé le questionnement et la conscience écologique. Voilà. Donc, ça m'est arrivé un peu sans que je le demande. Mais souvent, cette question de l'écologie, elle arrive par la parentalité, non ? Tu as remarqué que c'est un questionnement qui est corrélé à ce moment de vie ? Ouais, ça arrive souvent, effectivement, dans les retours que j'ai, c'est très lié. Je ne sais pas l'expliquer, c'est effectivement parce qu'en fait, on dépend de la vie d'une tierce personne et qu'on commence à s'interroger sur effectivement comment on pourrait améliorer cette vie-là et qu'in fine, après, derrière, il y a des tas de changements qui en découlent. En tout cas, moi, vraiment, en plus du tsunami de la parentalité et tout ce qui l'amène comme questionnement, j'ai effectivement eu celui de la conscience écologique et du coup, ça a quand même pas mal chamboulé ma vie. Ouais. Ce qui veut dire qu'avant que tu aies ta première fille, Kim, tu te considérais comment dans ta façon de vivre ? Après, moi, j'ai une éducation, on a toujours été proche de la nature. Mes parents nous ont toujours amenés à faire du vélo et des vacances en vélo, même si quand on était gamine, on n'aimait pas trop ça. Merci papa et maman. Voilà, on a toujours été proche de la nature. Voilà, on trie nos déchets, de manière assez classique. Après, j'avais strictement aucune conscience de l'impact de tout ce que je pouvais consommer et avoir comme comportement. En fait, vraiment, c'est cette prise de conscience-là que tout acte de consommation ou de loisir ou autre avait des conséquences et quelles étaient ces conséquences en fait et comment on arrive à vivre avec une fois qu'on en a pris conscience. Donc c'est vraiment en fait le basculement s'est fait pendant la grossesse et après derrière les années qui ont suivi quoi. Alors le truc c'est que là tu parles de toi, mais comment t'as amené ton conjoint à faire ce changement de... Par la force. Non. En fait, il se trouve qu'effectivement j'ai ressenti moi un besoin en fait de tout chambouler. Alors voilà, je dis souvent en fait, il faut absolument pas faire ce que j'ai fait moi, il faut y aller petit à petit, mais moi j'ai un peu tout pris après le corps. Alors, il se trouve qu'il y a quand même des changements qui étaient en place depuis quelques temps, notamment l'alimentation végétarienne, puisque en fait on était déjà végétarien à la maison depuis des années en fait. Je n'ai jamais aimé trop la viande. Petite, je faisais des boulettes dans mes joues et donc j'ai un peu mangé la viande par convention sociale et un peu pour rentrer dans le mood. Quand on a la vingtaine, on essaye de faire en sorte de pouvoir
s'intégrer dans un groupe plus facilement et c'est pas forcément quand on mange pas de viande ça l'est facile. Donc ça c'était des changements qui ont été, enfin vraiment moi ma grossesse, mon corps a dit stop quoi, je veux plus manger de chair animale, donc poisson, viande, ça a été terminé. Donc c'est vraiment un basculement pour moi aussi dans le végétarisme. Mais c'était déjà plus ou moins le cas à la maison en fait. Donc ça a été plus ou moins facile. Après le reste, notamment le zéro déchet. Le ralentissement sur les voyages, on était des gros consommateurs de voyages et d'avions, quoi. Enfin, on voyageait 2 fois par an en avion. Donc ça, il a fallu effectivement... Il y a des choses qui seront faites un peu dans le dur, mais pour moi-même aussi, donc in fine dans le couple. Après, aujourd'hui, voilà, on a rétro-pédalé sur certaines choses. On essaie de trouver voilà, une espèce de chose qui nous convient un peu à tous les deux. Voilà. Alors, si on se remet 10 ans en arrière, tu dis que tu as tout fait un peu... de manière radicale, ça prenait quelle forme, par exemple ? Pourquoi est-ce que c'était trop ? Pourquoi c'était trop ? Parce que, notamment sur le zéro déchet, qui est effectivement cet objectif de réduire au maximum les déchets, j'en venais à engueuler mon conjoint parce qu'il revenait de la boulangerie avec un sac en Kraft. Bon, aujourd'hui, j'ai vachement cheminé sur ça et je me suis rendu compte que potentiellement, il y avait des changements dans la vie qui étaient beaucoup plus impactants qu'un sac de pain à la boulangerie. Voilà. Mais je crois aussi que par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement de transmettre mon cheminement sur les réseaux sociaux et parler d'expérience et d'incarnation, je pense que peut-être d'être passé par là me permet aussi de dire en fait, il n'y a pas besoin d'être parfait, c'est ok d'avoir des périodes où c'est plus facile que d'autres, etc., notamment quand on est parent. Donc ça a été effectivement un apprentissage par le dur un peu, mais je ne regrette pas avec le recul parce que même si ça n'a été pas facile au moment, ça me permet aussi d'avoir des billes pour pouvoir dire aux autres que ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Parce que quand tu deviens jeune mère, d'un coup, c'est quoi ? Tu prends les couches lavables, il n'y a pas de biberon, il n'y a pas de lait puisque tu allaites. Qu'est-ce qui est radical dans ta manière de faire par rapport à ce que tu avais pu imaginer ? Alors, vraiment moi à l'époque les changements, et c'est ça qui a été à l'origine du blog aussi et du compte Insta, donc moi j'ai eu ma fille en 2014, on a monté le compte Insta en fin 2016, donc il y a eu 2 ans, c'est pas rien 2 ans quand même, mais à l'époque j'étais archi en libéral, je bossais énormément. J'ai accouché et 3 jours après j'étais sur chantier sur une échelle, voilà, donc à ne pas faire. Mais parce que voilà, j'étais dans ce modèle un peu de working girl, j'en suis partie maintenant, mais donc c'était tout quoi, j'ai pris le truc à bras le corps. Et du coup, alors on n'a pas fait les couches lavables, étonnamment en fait, mais c'est plus effectivement rien de neuf, acheter tout en vrac pour pas avoir de déchets, notamment plastique. On a potentiellement petit à petit éliminé tout le plastique de la maison, donc remplacé par des alternatives beaucoup plus saines en fait pour la famille quoi, de manière générale. Voilà, beaucoup en fait vraiment. Je me souviens avoir dépensé beaucoup d'énergie pour trouver en fait une façon de faire les courses parce que l'alimentation est vraiment devenue hyper centrale et encore une fois aujourd'hui je ne regrette pas parce que pour moi c'est vraiment une espèce de cap à passer qui permet aujourd'hui qu'on ait une famille que je trouve effectivement en hyper bonne santé, mais tout ce truc de course un peu, de trouver les bons emplacements ou trouver les choses pour pouvoir acheter en vrac certaines choses. Donc je me suis beaucoup éparpillée pour trouver la bonne routine. Il y a beaucoup de charge mentale en fait. À l'époque, il y avait quelques blogs qui en parlaient, mais pas tant que ça en fait. Donc il y a eu aussi ce truc de expérimentation un peu par moi-même, de trouver, et en local sur Toulouse, des systèmes qui me permettaient en fait d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé en fait. Parce que ce mot que tu dis, la charge mentale écologique, elle existe, elle est réelle, elle est là. C'est souvent sur les femmes qui impulsent ce changement. Comment est-ce qu'on fait pour pas se retrouver à se cramer comme toi tu as pu faire et à aller trop loin dans la radicalité, donc bouleverser trop de choses en même temps ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile, 10 ans après, si quelqu'un voudrait commencer sa transition et prendre conscience de manger différemment pour coller à ses idéaux écologiques ? Alors moi je pense que c'est plus facile parce qu'on est de plus en plus à en parler.
Je pense que c'est jamais facile d'aller à contre-courant d'une société qui n'est pas ce qu'on attend en fait. Donc clairement, à partir du moment où tu vas faire un changement qui n'est pas dans la norme, ça demandera à mon avis toujours une charge mentale, mais celle-ci elle peut être amoindrie ou plus douce en fait, en se disant en fait je prends une chose après l'autre. Typiquement en général quand on parle de zéro déchet, j'aime bien me parler de faire l'autopsie de la poubelle. En gros, on déballe le contenu de la poubelle dans le salon et en famille, tout le monde soit concerné, on évalue un peu les familles de déchets, disant en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un premier temps pour réduire les déchets. Donc, typiquement, en fait, un tiers de la poubelle, c'est les déchets organiques, donc tout ce qu'on jette, les épluchures, les restes de repas, etc. Donc clairement, en tant que famille, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision pour pouvoir réduire d'un tiers la poubelle et éviter de la sortir trop souvent quand elle pue, ce qui peut avoir quand même beaucoup d'avantages. On peut mettre un composteur, si on a un appartement, trouver une solution auprès de la mairie. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour pouvoir aller au compost et qui s'y colle, comment on organise des plannings de responsabilité pour que tout le monde se sente un petit peu engagé là-dedans. Et après, petit à petit, prendre les choses les unes après les autres. Parce que ce qui je trouve hyper intéressant à comprendre, c'est qu'à partir du moment où en fait, on a mis en place un changement d'habitude, au bout d'un moment, ça va devenir quelque chose qui fait partie de la routine quotidienne. Enfin, tu parlais du vélo au démarrage. Bon, aujourd'hui, mes enfants ne connaissent que ça. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la voiture comme système de locomotion au quotidien. D'ailleurs, quand on prend la voiture, ils hurlent à la mort parce qu'ils ne veulent pas, en fait. Donc, je pense que c'est, au bout d'un moment, entériner une habitude pour qu'elle devienne la norme et qu'après, derrière, ça devient beaucoup plus facile. Et le faire petit à petit, c'est-à-dire vraiment prendre, entre guillemets, un problème après l'autre et le faire en sorte que ce soit vraiment une problématique familiale. Et ça, souvent, effectivement, ça coince. Mais le prendre sous forme de jeu aussi. Je trouve que vraiment, en plus, les enfants sont souvent en fait très partants pour faire de nouvelles choses et ils sont les plus à même en plus de le faire beaucoup plus facilement que nous qui avons beaucoup plus de freins au changement en tant qu'adultes. Donc potentiellement le prendre comme un jeu et le faire en famille et une chose après l'autre. Une chose après l'autre, c'est intéressant, c'est-à-dire que tu fais un audit, qu'est-ce qui pourrait être la chose la plus facile déjà pour que ça se passe bien. Parce que si on va direct sur la chose la plus difficile, c'est ça. On peut très vite se dire en fait c'est impossible donc je le fais pas. Et ensuite voir quelle est l'alternative, comment on peut sourcer autrement. C'est ça. Et tu dis qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de ressources. Je trouve, moi, nous, avec ma sœur Camille, à l'époque, on a monté le blog, c'était fin 2016. Il y avait la famille Zéro Déchet à l'époque. Ça restait encore... ça existait, mais c'était pas aussi normalisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Insta, des comptes Zéro Déchet, il y en a plein. Des gens qui racontent leur périple, leur façon de faire. Même si les magasins bio, les épiceries RAC ont du mal à émerger, il y a beaucoup plus d'alternatives qu'à l'époque. Enfin, je veux dire, ça c'est sûr et certain. Donc, je pense que c'est plus facile. Enfin, je veux dire, à Bordeaux, vous avez aussi un drive zéro déchet. Bon, il y a des choses qui évoluent, en fait, je pense, positivement. Même si, en face, on a des mastodontes et que, voilà, pour la plupart des gens, effectivement, l'alternative la plus proche, c'est le supermarché. Il y a, je pense, de plus en plus d'alternatives qui existent. Quand tu parles de toi, zéro déchet, pour que les gens comprennent bien, parce que peut-être ne sont pas tous familiers, donc c'est tous les déchets qui sont liés, les épluchures, tout ça, organiques, on peut les mettre au compost. Tout ce qui est à trier, tout ce qui est, peut être mis dans une poubelle pour carton, tout ça, est-ce que tu le comptes dans les zéro déchets ? Comment est-ce que vous le définissez, le zéro déchet ? En fait, vraiment, et en fait, aujourd'hui, moi, je l'ai vraiment intégré dans ma façon de réfléchir. Et en plus, je pense que ça peut vraiment être un changement au niveau sociétal, parce que ça... C'est pas juste, à mon avis, au niveau individuel qu'il faut qu'on arrive à changer. C'est juste dire, en fait, vraiment, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, c'est de dire, en fait, à chaque fois que je vais acheter quelque chose, à chaque fois que je vais consommer, ça va produire un déchet. Donc, comment je l'évite, ce déchet ? C'est-à-dire, par exemple, typiquement, ma machine à laver est en panne. Est-ce que je vais de suite en acheter une neuve ? Non, je vais essayer d'abord effectivement de faire avec ce que j'ai, donc essayer de voir si je peux la réparer seule, la réparer accompagnée. Maintenant il y a des bonus à la réparation, et si vraiment je suis allée au bout de toutes les solutions pour essayer de faire avec ce que j'ai mais que j'y arrive pas, j'achète neuf. Et comment j'achète neuf ? J'achète neuf potentiellement reconditionné, donc effectivement avec une machine qui est déjà là et qui a été remise en service par des entreprises qui font ça. Et vraiment, in fine, vraiment, la dernière option, c'est j'achète neuf. Voilà. Parce que c'est vraiment se dire, et ça vaut pour les habits par exemple, en fait, faire avec ce qu'on a, c'est vraiment, au-delà de parler de déchets, c'est plutôt un mode de vie, de dire en fait je fais avec ce qui existe. J'étudie toutes les possibilités qui existent avant l'achat neuf, quoi.
Donc ça, c'est une philosophie au final. Ouais, c'est c'est comment ça. est-ce qu'on réfléchit nos achats. Et sur les... Tu disais, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Évidemment, dans le quotidien des gens qui sont déjà en surcharge enfin les femmes, je pense surtout les mères, de penser à tout. Par quoi est-ce que tu les ferais commencer ? Par exemple, pour réduire les déchets. Moi, je trouve que le compost, c'est vraiment, on en parle assez peu, mais ça peut paraître contraignant, mais vraiment, en fait, il faut se rendre compte que c'est un tiers, voire quand on est végétarien, presque pas la moitié de la poubelle, mais vraiment, en fait. Donc, se dire, en fait, comment je trouve aujourd'hui dans tous les jardins. Alors, je parle pour la ville, je sais pas, puis même en dehors des villes, quand on a un jardin, c'est facile. On met un composteur, et même si on ne veut pas l'utiliser pour son potager, on s'en sert de poubelle verte, en fait. Hein. On met ses déchets organiques, les feuilles du jardin, et potentiellement tout ce monde-là vit très bien, et ça nous évite de sortir la poubelle dès qu'elle sent mauvais. Donc déjà, rien de se rendre compte qu'en faisant ça, on arrive à réduire la poubelle de moitié, qu'au lieu de la sortir une fois tous les 2 jours, je sais pas la norme qu'elle est aujourd'hui, mais on la sort plus qu'une fois par semaine, bah déjà en fait on a un bénéfice-risque, j'ai envie de dire, qui est hyper positif. Donc je trouve que ça c'est pas mal. Après, moi je trouve que sur les habits, sur les vêtements, en fait, c'est quand même assez simple de se dire, en fait, plutôt que d'acheter neuf tout le temps, les enfants qui prennent 4 cm en un été, comment je peux faire en ressourcerie, sur les sites de seconde main, sur Vinted, comment je peux habiller mon enfant sans acheter neuf systématiquement, en fait. Voilà. Ça, je pense que c'est quand même pas mal. Et comment pour les anniversaires, alors ça peut être aussi hyper facile à mettre en place, comment je peux faire des anniversaires zéro déchet, notamment en demandant aux copains pas forcément d'acheter quelque chose qui va terminer dans un placard et qui sera potentiellement jamais utilisé, soit faire un cadeau maison, soit faire un bon pour venir dormir à la maison. Voilà. Essayer de mettre en place des petites choses comme ça. Je trouve que les anniversaires, c'est pas mal, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est hyper dur quand on fait les anniversaires. Moi, j'avoue que quand les parents me demandent, je dis, moi, vous achetez un livre. Voilà. Parce que le livre, je considère que on le réutilisera et on le donnera. Mais c'est super dur. Mes filles, elles aiment les licornes, les paillettes, les trucs avec plein de couleurs. Et j'ai déjà vu une de mes filles être déçue parce que je lui avais pas acheté un truc qui brille, en fait. Tu vois, ce truc-là, marketing, qui est très fort auprès des enfants. C'est dur de passer au travers quand on est parent. Ouais. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est vrai qu'on est un peu à part sur ça parce qu'effectivement, ils sont dans une école alternative, donc il y a assez peu ces références classiques marketing. On n'a pas de catalogue joué pour les fêtes de fin d'année et pour Noël. Et en fait, ils puisent au fond d'eux les idées dont ils ont vraiment envie. On n'a pas la télé, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont coupées, entre guillemets, des standards sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Mais bon, voilà, après, il y a des envies qui arrivent quand même. Mais je trouve qu'on se met aussi en tant qu'adulte beaucoup de freins. Enfin, je parlais de mon expérience, en l'occurrence pour un anniversaire zéro déchet. C'est le premier de ma fille qu'on a organisé à la maison. Et alors, même si les parents sont dans la même école et potentiellement ont à peu près le même mode opératoire, en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur de la réaction des adultes en mettant en place un système en disant, en plus en l'occurrence elle apprenait à nager à ce moment-là, et de dire de faire quelque chose autour des cours de piscine, donc soit participer aux cours de piscine, soit bon pour aller nager avec... Enfin, je me souviens plus comment j'avais formulé ça, mais en fait je me suis rendu compte qu'en fait le premier frein, il venait de moi, en fait. Et à partir du moment où j'ai réussi à dépasser ce frein, et en faisant une petite invitation en disant si même des dessins autour de ça, ou des choses que les enfants auraient confectionnées, ou je me souviens plus comment j'allais formuler. Mais en fait, ça a été ultra bien reçu. Et même les parents ont dit, en fait, c'est génial, ça fait partie d'un cadeau groupé. Et il y avait une espèce d'émulation, comme ça, on a fait la thématique autour de ça. Donc, je trouve que parfois, en tant qu'adulte, et ça, je le vois énormément auprès de mes abonnés dans ma communauté, en fait, les premiers freins au changement, ils viennent de nous, des adultes, pas forcément des enfants. Et ça, c'est quand même assez révélateur, en fait, de la façon dont on peut avancer, en fait, dans les choses. Donc, se dire, en fait, qu'est-ce que ça va vraiment en fait impliquer de lancer ça? Qu'est-ce que je risque? Être mal vu, est-ce que c'est vraiment important quand on a une quarantaine d'années comme nous, quand on a quand même, enfin en tout cas moi j'ai 40 ans, est-ce que c'est vraiment important la vie des gens, en fait? Ce qui compte, c'est mon avis de moi à moi, et aussi, si j'y arrive, je serais fière de l'avoir mis en place, donc vas-y. Et en fait au final ça se passe très très bien.
Ce qui marche bien aussi dans les cadeaux, c'est offrir un spectacle ou quelque chose, Ouais, une activité les bons pour, bon ouais. pour, oui, d'avoir Ça, passer du temps c'est ça. avec l'enfant. Et après, alors, il y a toujours le premier qui va institutionnaliser ça, en fait. Le premier parent qui va le mettre en place. Toujours cette espèce de truc où on est le premier à le mettre en place, donc c'est pas forcément facile. Et en fait, moi, j'ai plein d'abonnés qui me disent avec le recul, en fait, depuis, les copains font ça aussi. Donc, en fait, il y a ce truc-là de venir à la patinoire avec moi, venir... Et ça se met en place petit à petit. Et qu'il faut bien, à un moment donné, commencer quelque part, en fait. Et c'est vrai qu'il y a cette difficulté où tu peux faire un anniversaire et dire on veut pas de cadeau. J'ai déjà fait ça. En disant non, nous, mes enfants, elles ont tout ce dont elles ont besoin. Vraiment, il n'y a pas besoin. On veut juste que vous soyez là avec elles. Elles seront juste contentes de la présence. Et il y a des parents, ils ne peuvent pas venir sans cadeau. C'est pas possible. Quand on leur a donné la consigne, il y a quand même quelque chose. Oui, mais en fait, tout ça, il faut comprendre que derrière les freins au changement qu'on a en tant qu'adulte ou en tant que parent, etc., c'est aussi des freins sociétaux. Aujourd'hui, on a une société capitaliste qui marche par la récompense, ou du moins, on a un bonheur qui est indexé au nombre de choses qu'on achète. Donc, c'est dur aussi d'arriver à déconstruire tout ça. Enfin, moi, je travaille énormément sur ces billets-là. C'est pas facile. On va pas se mentir. En fait, avoir ce type de comportement et essayer d'innover ou d'apporter de nouveautés, on va contre une société qui n'est pas comme ça. Enfin, voilà, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur le sujet avec les grands-parents, avec la famille, et encore aujourd'hui, même avec quand on met en place un cadeau immatériel, il y a toujours ce besoin, en fait, à côté, d'acheter quelque chose de matériel. Donc, c'est là où ça révèle aussi vraiment notre société. Mais c'est pas grave, en fait. Je veux dire, je pense que ce qui est hyper important, c'est de l'amorcer et de le mettre en place et de voir comment ça prend, en fait. Un peu comme à la pêche. Tu lances le truc et tu vois ce que tu peux ramener, et tout ce qui peut changer par rapport à ce qu'il y avait avant est bien, en fait. Et alors peut-être que pour les parents qui ont effectivement du mal à ne pas acheter, ou l'entourage des enfants, on peut aussi, voilà, comme tu disais tout à l'heure, les livres, ou un cadeau fait par les enfants, en fait. Ça a mauvaise presse peut-être, mais moi je pense que ça peut... tu parlais des licornes tout à l'heure, une licorne en pâte à papier ou en carton que l'enfant décore, ça reste toujours une licorne, en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer aussi d'amener beaucoup de jeu et de joie là-dedans, en fait, que ça ne devienne pas une contrainte et quelque chose qui soit... Enfin, moi, j'essaye beaucoup de travailler sur les nouveaux imaginaires et de dire, en fait, comment être écolo, ça peut être cool, et comment ça peut, en fait, aussi apporter beaucoup de joie. Et je pense que ça passe par là aussi, de dire, en fait, qu'est-ce qui peut être chouette sans pour autant que ce soit acheté et en plastique made in China, en fait. Est-ce que c'est encore plus dur pour nous, parents, d'amorcer cette transition, dans le sens où on a tellement de choses et de pression et d'injonctions, où on se dit, tant pis, ça c'est le truc, je verrai plus tard parce que je suis trop dans le dur. Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que, en fait, moi, ma grande a grandi avec moi. Donc, en fait, on a pris la vague ensemble, en fait, de ça. Donc, aujourd'hui, elle est capable de m'apprendre de noms de plantes que je ne sais même pas reconnaître moi-même. Donc, il y a vraiment eu ce truc où, en fait, elle a grandi là-dedans, comme ils ont grandi avec le vélo. Elle a grandi avec le végétarisme. Alors, même si, effectivement, elle a pris sa propre décision à 7 ans, il y a quand même, on va dire... un fond de tiroir, quoi. Enfin, je veux dire, on a quand même accompagné sur ça, en lui expliquant effectivement pas mal de choses, sans la traumatiser. Donc c'est pas forcément facile pour moi de dire, en fait, comment, quand on a un changement tardif, ou du coup on a envie d'amener ça dans la famille de manière plus tardive, comment on y arrive. Je pense que c'est... C'était quoi la question déjà ? C'est juste que quand on est parent, on a énormément d'injonctions sur tout ce qu'il faut faire, pas faire, et que parfois se dire transitionner sur la partie écologique, c'est trop, c'est le dernier truc que j'ai envie de faire, parce que ça veut potentiellement me dire faire des couches lavables, donc plus de travail pour les mères. Vraiment, je pense qu'il y a aussi toute cette charge qui va sur les mères plus que sur les pères, et que c'est trop, donc... même si potentiellement elles auraient été très intéressées, ça fait peur parce que ça demande des gros changements et elles sont déjà épuisées. Oui, je comprends. Alors moi je pense que y a des choses qui peuvent se mettre en place assez rapidement et assez facilement.
Et ça se cristallise, par exemple, prenons un exemple, à la liste de naissance, en fait. Clairement, moi je considère qu'aujourd'hui la société met énormément d'injonctions aux nouveaux parents en disant en fait en gros le message un peu subliminal c'est pour être un bon parent il vous faut être ultra équipé, il vous faut des tas de trucs. En fait en réalité avec l'expérience on se rend compte que en fait il n'y a pas besoin de tant de choses que ça. Et de dire déjà au moment de la liste de naissance, se dire en fait même si on a en soi pas eu de prise de conscience écologique, se dire en fait de quoi j'ai vraiment besoin. Est-ce que je vais avoir besoin, parce qu'en fait finalement c'est mine de rien une charge mentale de se dire en fait j'ai besoin de tous ces équipements et si j'ai pas ça je vais pas être un bon parent, on va pas voir les choses au moment de sortir de la maternité, il va nous manquer un truc. Donc mine de rien en fait elle est déjà là la charge mentale. Donc si à ce moment-là peut-être on se pose avec la personne avec qui on va avoir le bébé et de dire en fait de quoi on a vraiment besoin. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent pas être déphasées? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent pas être de manière immatérielle? Et on veut dire effectivement les gens aiment potentiellement pas forcément toujours avoir donné de l'argent, mais en fait c'est de ça dont on a vraiment besoin. Donc comment aussi en fait on s'auto-convainc que c'est de ça dont on a besoin et donc on est hyper droit dans ses bottes quand on le demande et en fait ça passe. De dire en fait, aujourd'hui nous ce dont on a vraiment besoin c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter ça plus tard ou d'avoir potentiellement une petite cagnotte pour acheter au fur et à mesure des vêtements et pas en avoir 10 ou 15 ou 50 en 0 mois qu'on n'utilisera jamais. Enfin, je pense qu'au moment de vraiment où le bébé n'est pas encore là, il y a des changements qui peuvent se faire en amont et qui demandent finalement en fait au contraire que d'alléger la charge mentale en fait pour moi. Voilà. Après c'est pas dans les premiers mois de postpartum qu'on va potentiellement mettre en place des changements. Donc effectivement la période avant peut-être le moment de vraiment poser les bases, de dire en fait moi j'ai pas mis en place les couches lavables pour aucun de mes enfants et c'est ok en fait, voilà. Parce que je me sentais pas on avait déjà les cotons lavables pour la première, je me sentais pas de partir là-dedans, mais c'est ok, c'est pas ça qui me définit en fait, ni en tant qu'humain ni en tant qu'écolo. De se dire en fait y a une période où je vais pas pouvoir et une période où je pourrais et c'est ok en fait. Mais c'est vrai qu'il y a cette pression de la perfection. Dans l'écologie, je trouve qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs sur d'autres thèmes. Mais sur ce thème-là, il faudrait être parfait et tout faire bien, sinon on n'est pas légitime, sinon ça ne sert à rien. Comment tu fais toi? Parce que c'est aussi ta définition sur tes réseaux sociaux, que tu es écolo mais imparfaite. Comment on s'enlève cette pression pour pouvoir amorcer ces petites transitions qui feront une différence sur le long terme? Alors moi vraiment j'ai un énorme problème avec la pureté militante ou la pureté écolo comme tu l'appelles, parce qu'en fait pour moi c'est un énorme frein au changement. Ça plus les discours quand même mainstream qui sont en fait être écolo c'est chiant en fait parce qu'il y a quand même ça parce que ça va pas dans le sens d'une société qui veut continuer à croître telle qu'elle est construite. Donc voilà, moi j'ai vraiment un énorme problème avec la pureté militante parce que il y a tellement de schémas à déconstruire pour pouvoir se sortir en fait, de toutes ces injonctions de la société, effectivement, de il faut acheter, il faut avoir tel truc pour pouvoir en fait être un bon parent, etc. Il faut faire telle chose, etc. Donc, moi vraiment, effectivement, comme tu le dis, j'ai vraiment ce credo de, en fait, on n'a pas besoin d'être parfait pour commencer. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas parfaite, la perfection n'existe pas, en fait, que ce soit en parentalité ou en écologie ou dans le business, il n'y a jamais rien qui est parfait, en fait. Et au contraire, c'est pour moi un vrai frein au changement. Et moi, je travaille sur, justement, au contraire, l'idée que c'est pas tous les jours facile d'être écolo en tant que parent, parce qu'en fait, on a des millions de trucs à penser. Qu'en fait, on est bloqué aussi par rapport à des cadres qui ne sont pas les nôtres, la société civile, l'école, l'association des parents, les grands-parents qui ne sont pas toujours aidants dans le changement. Plus largement, en fait, notre gouvernement ou la France telle qu'elle est aujourd'hui, qui n'est pas prête pour aller vers une société plus écologique, en fait. Donc, forcément, en fait, dès qu'on met en place un changement, on est un peu, on tape un peu contre un plafond de verre, en fait. Donc déjà, je pense qu'on commençait en se disant, en fait, il n'y a pas besoin que j'aille à fond sur tous les sujets et passer tous les curseurs à fond, mais dire, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je sens? J'ai de la disponibilité mentale pour faire un petit truc, par quoi je commence, en fait. Et c'est pas grave si j'y arrive pas, notamment, par exemple, souvent on parle d'alimentation, dire comment j'essaye de manger peut-être plus de saison, plus local,
plus zéro déchet. Donc voilà, dire en fait, je vais essayer petit à petit, voilà, dans mon supermarché, de faire avec ce que j'ai et de dire, en fait, j'ai envie d'aller plus loin. En fait, c'est ça le problème, c'est que je pense que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'à partir du moment où on va mettre en place le changement, après, c'est un peu comme une dynamo, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de faire plus. Donc plus on prend petit, plus après derrière, l'envie grandit et c'est ça qui est chouette aussi, en fait. Alors que si on vise trop de suite, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Moi, personnellement, il m'est arrivé, enfin pas l'inverse, mais à ma première fille, comme toi, ça m'a posé des questions. Donc il y a plein de choses que j'ai changées, des petites choses. Par exemple, pour mon travail, je voyageais toutes les semaines quasiment en avion, ce qui n'est absolument plus jamais le cas. Et j'avais, comme toi, aucune conscience que c'était problématique. Bon, c'était avant, c'était il y a quelques années. Maintenant, on a quand même un petit peu tiré la sonnette d'alarme sur ça. Et puis il y a eu, après, j'ai enchaîné plusieurs enfants et la fatigue et la disponibilité mentale pour réfléchir en amont comment je fais pour éliminer les déchets avec un conjoint qui n'est pas forcément dans le même... Il y a ça aussi, tu vois, quand dans les familles, quand la dynamique vient d'une personne et pas de l'autre, et qu'on n'a plus la force d'aller dans la... Parfois, ça demande d'aller dans la difficulté. On va dans la facilité. Comment on sort, tu vois, de ce que tu m'as parlé avant qu'on commence l'interview, de ce confort dans lequel on se met pour se dire c'est ok de lâcher un peu de confort. En fait, je pense qu'au-delà de lâcher le confort, c'est arriver à le redéfinir. Et c'est ce que j'essaye, moi, de faire sur mon compte Insta, notamment, et de montrer que le confort tel qu'on le pense à un instant T de sa vie n'est pas forcément le confort qu'on va pouvoir trouver à notre instant. C'est-à-dire que, typiquement, effectivement, comme toi, moi, à un moment donné, je pensais que le confort, c'était de voyager 3 fois par an en avion, de consommer, en fait, mon salaire pour acheter 10 000 hauts, les mêmes chez Zara, juste parce qu'ils étaient à 9,90 € et j'étais contente parce que je les avais tous dans une couleur différente. Et donc ce confort-là, que je pensais être mon confort et mon luxe à une époque, je l'ai redéfini. Alors ça prend du temps et quand on est dans le dur, comme tu dis, on ne le voit pas forcément. Et c'est là où moi j'essaye d'apporter des billes, en fait. De dire, aujourd'hui, moi, le confort, mon luxe du quotidien, c'est de pouvoir manger correctement, de manger... parce que j'ai pris conscience que mon corps était un temple et que c'était par l'alimentation qu'on pouvait être en bonne santé. Donc ça, aujourd'hui, c'est mon confort. Et donc, effectivement, j'alloue un budget plus important à notre alimentation. Et c'est OK, c'est un choix qu'on a fait en famille, etc. Donc, de dire, à un moment donné, je considérais que ma fille devait être sapée comme jamais, avec des vêtements neufs pour être heureuse. Bon, aujourd'hui, elle a un legging et un sweat et elle est heureuse, en fait. Voilà. Donc après, c'est peut-être un peu trop, mais en fait, moi, ce que j'ai vraiment compris, c'est que les enfants n'ont pas besoin de biens matériels pour pouvoir être heureux. Alors bien évidemment, il y a toujours un socle et c'est très facile quand on a un certain confort de vie de se dire ce genre de choses, mais c'est vraiment... notamment avec les jouets, quoi. Enfin, je veux dire, on ne se rend pas compte à quel point on est ultra consommateur de jeux et qu'en fait, en allant à la ludothèque une fois par mois et en empruntant des jouets, ils sont parfois même plus heureux parce qu'il y a de la nouveauté, que les gars à la ludothèque, ils changent les jeux à chaque fois et que, en fait, voilà. Donc juste, aujourd'hui, le confort que je voyais à avoir le dernier jeu, le petit truc Montessori, machin. En fait, aujourd'hui, mon confort, c'est d'aller à la ludothèque, de les mettre tous les deux à jouer, où je fais un puzzle avec ma grande et le petit il joue tout seul. Et c'est ça mon luxe aujourd'hui et mon confort. Donc c'est juste, alors c'est pas facile quand on est dedans, en fait. Mais se dire, moi je suis là pour vous dire, en fait, pour dire aux gens qu'une fois qu'on a dézoomé et qu'on a entamé ces petits changements, même si on ne les voit pas, in fine, ça va faire partie à un moment donné de notre futur confort, en fait. C'est redéfinir, ce que tu dis, c'est redéfinir ce qui a de la valeur ou pas. Et dans une société où, au-delà de la consommation, où tout va très vite, tout le temps, où il faut toujours plus, ben, moi j'ai le souvenir d'aller à la médiathèque et à la ludothèque quand j'étais petite. Et que j'avoue, c'était un truc trop chouette. Et moi-même, je me rends compte que je prends pas le temps d'emmener mes enfants parce que j'ai les livres à la maison, parce que j'ai des jeux, et que je me dis, ça va me prendre du temps, il faut machin. Il y a ça aussi dans la transition, c'est repenser notre façon de voir le temps. Ouais, le temps et le lien. Alors, c'est hyper important que c'est hyper bien que tu parles de la bibliothèque parce que clairement, en fait, moi, j'ai vraiment toujours été une amoureuse des livres et je pense qu'on a transmis ça aux enfants qui adorent lire. Et alors que je pense avoir été plus jeune à la bibliothèque, notamment pendant mes études et compagnie, j'ai complètement arrêté ça quand je suis devenue maman. Parce que voilà, ça faisait partie des cadeaux, que j'aimais acheter des albums neufs à ma fille et compagnie.
Et aujourd'hui, tous les mercredis, on est à la bibliothèque. Et en fait, au-delà de dire, en fait, au-delà de l'acte militant de lire un livre qui a déjà été lu par des centaines et des centaines de personnes, qui est du coup un bien commun et qui par le partage et compagnie, en fait, on parle avec les bibliothécaires connaissent leurs bouquins, donc elles en parlent à ma fille qui est une vraie lectrice et qui adore lire. Quand j'étais petite, en fait, quand mon Tao, le deuxième, était petit, on allait à la bibliothèque et il y avait un atelier apprendre en chantant, où en fait les bibliothécaires organisent il y a plein de choses qui se passent en fait dans les bibliothèques. Pour moi, c'est vraiment un lieu 3.0 qui est vraiment un énorme pied de nez à la société de consommation, parce que justement, en fait, tout est là et c'est gratuit. Voilà. Et les enfants adorent en fait, parce qu'ils ont des tas de livres qu'ils n'ont pas à la maison. Alors bien sûr que je continue à acheter des livres parce que quand j'ai vraiment envie d'avoir un livre, un bel album et compagnie, je l'achète en fait. Mais c'est pas l'acte premier en fait, c'est pas le... Voilà. Et ça c'est à la portée de tout le monde parce qu'aujourd'hui la bibliothèque c'est gratuit quasiment. Si on reprend ce que tu disais que être écolo ça a une étiquette de chiant, de pas fun, pas drôle, et que tu parles du lien, aujourd'hui de plus en plus de gens disent qu'ils se sentent seuls, isolés, qui n'ont plus de relations sociales, ça devient une des problématiques de notre siècle. Est-ce que tu as la sensation que faire une transition écologique, c'est justement, encore une fois, aller à l'inverse de cette tendance de solitude ? Ah ben complètement, et en plus on est en plein là-dedans. Enfin, moi la situation politique en France me tracasse énormément, et en fait de dire, parce qu'on est toujours un peu suspendu, enfin moi en l'occurrence en tant qu'écolo, on va dire plutôt consciente du monde, j'aime bien dire ça, je suis toujours un peu suspendue entre deux états, entre l'état en fait où la situation me fait flipper, et l'autre état où j'ai une espèce d'espoir un peu radical en moi qu'on peut vraiment arriver à impulser des changements forts et vraiment à l'échelle collective. Donc je suis toujours entre deux états et des fois en fait on est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Et je me rends compte que quand je vais sur le terrain auprès des initiatives locales qui se passent sur Toulouse, des entrepreneurs, des associations, des gens qui se mettent vraiment en mouvement pour changer les choses localement, en fait, ça me donne une force inouïe, en fait. Et de retrouver ce lien-là dans les assos, pour pouvoir faire des choses qui bougent sur les territoires, même à petite échelle, pour montrer en fait que la machine, elle continue à fonctionner. Je trouve que ça permet énormément de compenser tout ce qui peut nous faire, par ailleurs, potentiellement déprimer, et surtout de remettre en perspective un petit peu nos problèmes à l'échelle individuelle, en fait. Ça permet vraiment de redonner en fait de la force et de l'envie aussi pour pouvoir faire plein de choses. Enfin, moi j'ai été par exemple dans 2 ans une association qui s'appelle Zero Waste, qui est partout en France, donc c'était le groupe Zero Waste Toulouse, et ça m'a énormément apporté, déjà parce que j'ai appris énormément, et qu'après voilà, on faisait du plaidoyer donc auprès de la collectivité. Enfin, il y a une espèce de truc où en fait on agit pour plus grand que soi, et en fait d'avoir cette espèce de prise de hauteur, ça fait énormément de bien, et forcément en fait par le lien, je pense clairement en fait il faut qu'on se force à se rebaigner dedans, en fait, à se rouler dans l'humain, dans l'autre, en fait, ce qu'on a complètement avec le Uber Eats, commandé par internet, enfin on perd tout ça en fait. On est dans la rapidité. La rapidité. C'est vrai que cette notion du temps et de plus le plus vite fait qu'on ne peut pas être dans le temps long, où on respecte la nature, où on écoute nos ressentis, nos besoins, et où on est en train de créer du lien. Ouais, mais après, encore une fois, c'est hyper difficile parfois. Enfin, moi j'ai fait un changement j'ai fait une bifurcation de carrière parce que c'était possible et parce que j'ai eu la chance que ce soit possible, même si c'était vital que je le fasse. Ce matin, je suis venue en vélo, ça m'a pris 3 fois le temps de venir en voiture. Tout le monde n'a pas forcément ce temps-là. Moi, j'en ai complètement conscience, mais juste de se dire, je l'ai dans un coin de l'esprit, si j'y arrive, je peux le faire. Et en fait, en le faisant, je me rends compte que c'est possible. Et du coup, je vais le mettre en place parce que je me rends compte que peut-être qu'un jour en voiture, je vais prendre 10 minutes, mais peut-être que les 3 autres jours, je vais mettre 1 heure, et que en fait, la moyenne, c'est plutôt que je serai tout le temps en 15 minutes à mon boulot en vélo. Mais ça, si on ne s'y met pas, en fait, si on est toujours dans le truc, c'est trop compliqué, je veux pas y aller, je veux pas essayer parce que c'est trop pour moi,
en fait, on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, on n'arrive pas à passer cette fameuse zone d'inconfort pour pouvoir être de l'autre côté. Donc juste, moi, le conseil que je donne en général, je tente une fois. Et puis, tu vois, ça marche pas. Et si ça marche, tant mieux, tu vois. Et si ça marche pas, reviens à tes habitudes. Fais juste un pas en avant, ça marche. Et ça marche pas, tu reviens en arrière. Et tu tentes sur un autre front, en fait, jusqu'à trouver le front qui te correspond, en fait. Oui, c'est ce que tu disais. Si tu vas dans quelque chose qui te fait plaisir, qui va être dans la facilité, tu auras plus de capacité à changer que si tu vas direct dans le frontal où c'est inconfortable et où tu n'es pas à l'aise. Ouais, ce que je disais quand on était vraiment sur le zéro déchet pur au démarrage du blog et de mon compte Insta, c'était commencer par une zone qui vous fait plaisir dans la maison. Si vous n'avez rien à faire de l'alimentation, que faire à manger, c'est pas votre truc, etc., c'est pas par la cuisine qu'il faut commencer. Par contre, si vous aimez prendre soin de vous, mais que vous vous rendez compte que vous avez 50 produits au fond du placard qui ne servent jamais à rien, clairement, c'est là qu'il faut aller, quoi. Donc, repérer les produits que vous n'utilisez jamais, mettre de côté ceux que vous utilisez toujours, et de dire, en fait, comment ces produits-là, j'arrive à ne plus les acheter, à les acheter autrement, ou avec des contenants en verre, ou enfin, voilà. Et de dire, en fait, aller vers quelque chose qui donne de la joie, qui donne du plaisir, parce que si on y arrive, ce plaisir, il est décuplé, forcément. Et avec les enfants, c'est pareil. Tu parlais du voyage tout à l'heure. Moi, j'ai arrêté de prendre l'avion depuis 8 ans. Est-ce que je dis dans ma vie que je ne prendrai plus jamais l'avion ? Je suis incapable de dire ça. Parce que quelque part, au fond de moi, il y a une envie de faire un gros voyage un jour avec mes enfants pour aller à l'autre bout du monde. Par contre, en attendant, qu'est-ce que je normalise ? Le voyage à vélo, en fait. De dire, en fait, c'est bien de prendre 4 jours à l'Ascension et plutôt que d'aller dans une destination où il va faire chaud à vélo, en avion, pardon. À vélo, c'est un peu compliqué. De dire, bien, en fait, je fais un voyage de 4 jours avec mes enfants à un rythme qui est beaucoup plus lent, en fait. Et cette lenteur, on l'apprend par l'expérience. Dire, je vais faire 80 km en vélo sur 4 jours, ça fait 20 km par jour. On s'arrête, on regarde les plantes, on regarde les oiseaux, on parle des choses, voilà. On s'arrête dans des campings ou dans des chambres d'hôtes, on fait ce qu'on veut, en fait. On le décide de la façon dont on veut et qui correspond à notre standard actuel de confort, etc. Mais juste de dire, en fait, j'essaye. Et je vois où ça mène, en fait. Qu'est-ce que tu réponds aux gens, aux parents, parce qu'on s'adresse aux parents qui disent, mais de toute façon, si moi je change un truc, ça ne change rien à l'issue de la planète. Comment on sort de cette mentalité-là qui est légitime, parce que ça paraît tellement énorme de devoir tout changer et de se dire qu'il y a des industries qui sont 1000 fois plus polluantes ou des gens extrêmement riches qui font n'importe quoi pour aller faire 20 minutes de jet privé. Qu'est-ce que le fait de moi changer mon petit truc, ça a un impact et comment, tu vois, pourquoi je devrais m'engager là-dedans alors que j'ai l'impression que ça sert à rien ? Moi, la réponse première, c'est soi, en fait. J'en parlais tout à l'heure pour l'alimentation. C'est à un moment donné, quand tu commences à... parce que en fait, tout changement a de multiples conséquences. C'est-à-dire que quand tu commences à faire attention, quand c'est possible, à l'alimentation, en mangeant mieux, plus bio, plus local, en cuisinant plus, en mangeant moins de produits transformés, tu vas être en meilleure santé. Si tu es en meilleure santé et que tu vas vers une médecine plus naturelle pour les enfants, évite de leur donner du Doliprane dès qu'ils ont un chouïa de fièvre, etc. En fait, tu te rends compte que tes enfants sont, en meilleure santé, qu'ils sont rarement malades, et deux, en fait, ce que ça sous-entend, c'est que tu arrêtes de donner des milliards et des milliards d'argent à des entreprises pharmaceutiques, en fait. C'est que le changement que tu vois à l'échelle individuelle, il a aussi des conséquences sur l'échelle plus globale. Donc moi, vraiment, ce que je dis souvent, c'est de faire les changements pour soi, parce que ça fait du bien et qu'on voit immédiatement, dans un court terme, un bénéfice pour soi. Et après, l'autre, c'est de manière plus globale, c'est qu'aucune révolution n'est venue parce qu'il y a personne qui s'est bougé. Donc en fait, c'est dire, en fait, plus on est... Regarde, tu as pris exemple encore une fois sur le vélo, plus on est à parler de vélo, plus on va faire en sorte que les collectivités vont dire, attends, si on donnait aux gens ce qu'ils veulent, des pistes vélo, on pourrait être bien, ça va leur faire plaisir, et puis nous, on a eu la super idée du siècle. En fait, le changement, il vient du bas, toujours. Donc plus on sera à bouger sur des tas de sujets, après parfois je comprends que l'ampleur de la tâche peut être assez mais moi j'ai tendance à ne pas regarder ce qui ne va pas, en fait. J'ai tendance à regarder ce qui va et je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Ouais. Est-ce que tu as de la culpabilité parfois maintenant que ça fait 10 ans que tu étudies vraiment le sujet, parfois de faire des choix parce que t'as pas sur le moment, peut-être que tu n'en fais jamais d'ailleurs, des mauvais choix, t'as pas d'autres possibilités sur le moment. Est-ce que des fois tu dis, je sais que c'est pas bien, comment tu gères ce sentiment qui peut être là chez les parents parfois ? Alors effectivement, j'ai rarement de culpabilité.
Parce que quand je fais un choix, en fait, soit parce que j'ai étudié toutes les autres possibilités et qu'avec les facteurs temps, disponibilité mentale, en mettant tous les curseurs, en fait, c'était la seule solution au moment, et c'est OK, en fait. Et je pense qu'à partir du moment où on s'enlève cette culpabilité-là aussi, c'est vachement plus simple. Dire on fait un anniversaire pour les enfants, on souhaiterait que vous achetiez plutôt des jouets d'occasion. Alors sur Vinted, il y a des tas de jouets d'occasion qui sont complètement neufs, encore scellés dans la boîte et personne n'y voit que du feu. De dire voilà, pour les enfants, si vous voulez faire un petit truc maison ou voilà, un livre que vous avez déjà de la bibliothèque et dire mettre une petite carte à l'intérieur, j'ai adoré ce livre pour telle et telle raison et le transmettre. À partir du moment où on est hyper droit dans ses bottes et qu'on ne culpabilise pas, en face, personne ne va culpabiliser en fait. Je pense que le changement, il vient vraiment aussi de notre attitude et de la façon dont on transmet ça. Transmettre l'écologie en disant c'est barbant, j'y arrive pas, ça me prive de ça et de ça. En fait, personne ne va jamais se mettre en mouvement. Et c'est ce qui se passe dans les médias. La façon dont on présente aujourd'hui l'écologie, on va perdre des métiers, tout le monde va être au chômage, on va perdre de l'argent. En fait, la réalité, c'est pas ça. Si on commence à dire qu'en changeant et en faisant des métiers plus écolos comme réparateur de vélo, etc., la balance elle va être plutôt positive pour l'emploi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut passer par une zone d'inconfort où il va y avoir des changements. En fait. Et c'est pareil à l'échelle individuelle. Et c'est vrai qu'on aborde beaucoup le prisme de l'écologie via le catastrophisme et l'éco-anxiété. Donc c'est un peu le discours moi, permanent. Je suis complètement contre ça en fait. Et je pense qu'on aurait tout à changer vraiment dans la façon dont on présente les choses. Et regarde le vélo, la preuve en fait, c'est de dire comment on fait en sorte que oui, c'est chiant quand il pleut. Il faut s'habiller. Il faut s'habiller et quand bien même c'est pas très agréable, même avec ton poncho et ton équipement, de te prendre la pluie. Forcément, on sonne de sa zone de confort. Personne va aller dire oui, j'ai pris la pluie au mois de novembre en vélo, c'était super fun. Mais par contre, de dire oui, c'était pas fun, mais par contre, à côté de ça, en fait, c'est une espèce de liberté que j'ai retrouvée, que les enfants, en fait, on peut les transporter partout, on peut transporter les courses, on n'est plus dans les bouchons, on n'a plus la pression d'être collés les uns aux autres le matin. En fait, en racontant tout ça à côté, en fait, on change forcément. Et t'es pas la seule que j'ai convaincue au vélo. En fait, il y en a plein qui me racontent que grâce à ce que j'ai partagé, la façon dont je le partage, ils ont eu envie de s'y mettre aussi. Après, ça veut pas dire qu'un jour, en hiver, parce que tu habites en montagne, il y a du verglas, tu vas prendre ta voiture. Mais c'est pas ça qui va te définir, encore une fois. Tu vois. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai commencé il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, et il y avait personne qui en avait. Et je pense qu'aujourd'hui, on est 15 ou 20 familles. Et toutes les semaines, il y a quelqu'un qui m'arrête pour me dire « Trop bien ton vélo, c'est comment ?» Il pose des questions. Et c'est vrai que c'est visuel. Donc, les gens peuvent tout de suite se dire « Ok, ça, c'est possible que je puisse le changer. » J'entends tout à fait qu'un vélo long tail très bien équipé, ça coûte cher. Mais voilà, on peut se dire on abandonne une des 2 voitures si on en a 2. Ou en tout cas, si on est en ville et qu'on n'avait pas de voiture, c'est une très bonne alternative aussi à être dehors et pas être dans les transports en commun enfermés. Il y a par contre, il y a une hype sur le vélo. C'est-à-dire que c'est devenu un truc plutôt sympa maintenant. Oui. Et en c'est fait, pas négatif. Ouais, mais c'est l'exemple même en fait de. Peut-être qu'un jour, ça sera hype que tous les anniversaires soient 0 déchet et que ça sera contre-hype d'avoir des jouets made in China en plastique, en fait. Et tout ça, on en revient à la question de pourquoi je le ferais. Justement pour ça, en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça devienne la norme ou du moins que ça le normalise, en fait. Que tu sois l'exemple qui fait que ça impulse derrière. Oui, alors il n'y a pas, encore une fois, l'idée c'est pas de se rajouter une charge mentale pour pouvoir être l'exemple, mais juste de dire en fait je le fais parce que moi ça m'apporte à l'instant T et après sur le long terme de la joie, ça m'apporte de la facilité dans mon quotidien. Nous, on s'est posé la question à un moment donné de déménager en dehors de Toulouse. Et rien que l'idée de reprendre la voiture, en fait, moi, j'étais pas OK avec ça. Pas pour cette période-là de ma vie. Et donc, juste de se dire, en fait, à ce moment-là, dans ma vie, c'est important. Voilà, après, je sais pas comment ce sera dedans, mais et je pense qu'effectivement, dans la normalisation et incarner ce changement-là avec joie aussi, ça permet justement de contrecarrer ce discours ambiant qui est, en fait, le catastrophisme, comme tu as dit, en fait. Oui, la situation dans laquelle on est, elle n'est pas chouette. Oui, il va falloir qu'on se bouge vite. Par contre, en fait, il faut qu'on le fasse pour y trouver, pour moi, vraiment de la joie. En fait, il faut que ça se passe dans la joie. Et avec les enfants, c'est super facile parce qu'ils sont ils sont très faciles, en fait, dans cette question de la joie. En fait, le changement, moi, je trouve que le changement avec les enfants, il est facile. Et justement, les enfants, ils ont cette curiosité naturelle. Ils ont cette empathie aussi pour la planète, pour la Terre. Est-ce que tout doit passer aussi par eux ?
Tu sais, on met beaucoup d'espoir en se disant, mais de toute façon, c'est la future génération qui va changer les choses. Donc nous, on se déculpabilise en disant, c'est pas grave si on fait pas grand-chose. Mais est-ce que tu penses que ça peut passer par l'école et autres, ou c'est vraiment... Nous, on a cette responsabilité en tant que parents? En fait, encore une fois, l'idée, c'est pas de rajouter à la responsabilité du reste, mais pour moi, c'est comme dans le couple, en fait. C'est comment, en fait, on devient allié avec nos enfants, en fait. Comment, en fait, on porte ce truc-là ensemble, en fait. Moi, aujourd'hui, je considère que c'est plus important que ma fille sache reconnaître des plantes comestibles et qu'est-ce qu'elle peut faire avec, qu'elle est la dernière poupée Barbie, en fait. Enfin, tu vois, ou autre chose. Ça, pour moi, c'est un pilier de notre éducation. Parce que pour moi, c'est, même si rentrer dans l'adolescence, elle envoie tout balser et qu'elle me dit qu'elle a envie d'aller manger chez Burger King, je veux dire, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est un socle qui me paraît être hyper important pour la préparer au changement et au monde dans lequel elle va vivre. Donc c'est leur apporter de la résilience, de la capacité d'adaptation, et le vélo pour ça il est top. Oui il fait beau aujourd'hui, non il fera pas beau demain, oui il y a de la neige, oui il y a de la pluie, et en fait cette faculté d'adaptation elle est hyper importante. On ne peut pas toujours toute la vie être dans un confort d'une voiture avec la musique et le chauffage, ça marche pas. C'est pas ça, tu vois, moi ça c'est ma vision des choses. Et donc de fait de préférer peut-être aller en nature avec eux, avoir un bouquin de plantes où on apprend aussi. Enfin, moi, j'apprends énormément de choses avec eux aussi. De se dire, en fait, pas se mettre au même niveau qu'eux, mais de dire, en fait, potentiellement, on va apprendre quelque chose ensemble. Et de fait, ça devient ni une charge pour les parents, ni un truc subi pour les enfants, mais de dire, en fait, on va essayer de porter ça ensemble en tant que famille. De dire, ah ben, tiens, si on allait faire un stage pour apprendre à reconnaître les oiseaux. Moi, j'y connais rien aux oiseaux, tu vois. J'en connais quelques-uns, j'ai une application qui me permet de les reconnaître, mais à part ça, je ne sais pas reconnaître des oiseaux. Et de dire, en fait, qu'est-ce que ça va changer si plutôt qu'un week-end d'aller faire les boutiques ou d'aller à un parc de jeux, ben on fait ça, ce truc-là en famille, de dire, en fait, on va apprendre ensemble. Et ça change quand même vachement les choses, en fait, tu vois, en termes de dynamique aussi. C'est plus subi ni par les uns ni par les autres, et ça devient un truc, alors je parle de ça, mais ça peut être complètement autre chose. Voilà. Est-ce que tu as de l'espoir pour l'avenir et comment la société peut évoluer? Alors moi, je suis une inconditionnelle... comment on dit? J'ai perdu le mot. Optimiste, voilà. Une inconditionnelle optimiste. J'ai des moments de bad, vraiment, où... typiquement, le retour de ma détox digitale estivale a été un peu compliqué avec la rentrée d'actualité politique qu'on a eue. Malgré tout, je pense que voilà, contraint ou forcé, ou que ça se passe le plus doucement possible, on sera obligé de faire des changements. Et que du coup, moi je me place dans ce côté un peu d'espoir radical en disant, plus on va montrer aux gens que ça peut être chouette, plus on va montrer aux gens que oui, il y aura des changements, mais que in fine, en fait, tous les pans de la société, que ce soit au niveau social, au niveau de plein de choses, du bonheur, ça peut changer. Donc j'ai des moments de pas terribles, mais malgré tout, la chose qui domine quand même, c'est un petit peu quand même l'optimisme quand même. Voilà. Je sais pas si c'est si c'est une bonne chose, mais c'est ce qui reste. Ouais. Donc on peut être parent écolo et très heureux et très optimiste. Ouais, tout à fait. Mais c'est une bonne nouvelle parce que je pense que ça fait peur. Vraiment, ce sujet-là, toi, tu y es depuis 10 ans et c'est ton quotidien. Mais qui, pour moi, je suis entre les deux et j'ai cette culpabilité de pas bien le faire et en même temps de me dire c'est plus facile. Donc je vais dans le confort et en même temps de me dire je comprends l'impact que ça aura sur la vie de mes enfants si moi je me bouge pas. De savoir que c'est faisable. Et tu vois, tu viens juste en faisant cet épisode, tu viens de me redonner plein de petites idées que j'avais abandonnées parce que la vie qui passe et me dire bah non, je vais refaire en fait. C'était important et je sais le faire et j'ai déjà réussi. Donc ce que toi tu renvoies d'optimiste, ça se répercute sur nous. Mais la culpabilité, je l'ai eu beaucoup à une époque avec cette espèce de responsabilité. Je pense qu'on a tous à un moment donné en tant que quand on partage sur l'écologie, etc., de dire en fait je vais changer le monde en fait, tu vois. Mais je pense qu'à partir du moment où on enlève ce poids de nos épaules en disant en fait je vais mener ma barque, j'emmène un maximum de gens avec moi parce que c'est ce qui me définit, c'est ce qui me fait plaisir et c'est ce que j'ai envie de faire. Je pense que vraiment quand on enlève cette culpabilité là de pas bien faire, de pas faire assez, et
de dire ça sert à rien. Je pense que c'est ces 3 piliers-là qui sont d'énormes freins au changement. Et à partir du moment où tu le fais parce que ça te fait plaisir, tu le fais pas parce que la société te l'impose ou parce que quelqu'un te l'impose, et de dire je le fais comme je peux à l'instant T et ça sera toujours bien en fait. Je pense que c'est ce qui est important à la fin de la journée. Merci beaucoup Claire. Avec plaisir. Et essayez le vélo. Si vous aimez un peu le vélo, c'est vraiment sympa avec les enfants, ils adorent. C'est un peu pour eux, c'est un peu Disneyland. C'est ça. Vraiment, ils trouvent ça trop chouette le vélo. J'avoue, pour nous, c'est plus chiant quand il pleut. Mais voilà, on s'adapte. Merci beaucoup. Merci Claire. Merci.